Mais dis donc, comment se retrouve un nouveau format sur YouTube? Parce que oui, je lance mon tout frais et tout beau et tout neuf podcast littéraire sur ma chaîne YouTube. Avant de rentrer vraiment dans ce podcast et donc de parler de l'actualité et autres, je voulais revenir sur les raisons qui ont motivé la création de ce podcast. C'est un petit peu les conditions générales de vente avant même d'acheter le produit. En fait, le podcast répond à une envie et à un besoin personnel. Depuis un moment, je guette les réseaux sociaux à la recherche des actualités littéraires en Belgique et principalement dans ma région à Liège. Les informations sont souvent dispersées entre différents comptes non spécialisés sur la littérature, mais plutôt sur la vie liégeoise. D'autres informations sont sur les sites des multiples bibliothécaires et librairies liégeoises ou encore belges. Il manquait selon moi un endroit qui centralisait, du moins tentait de centraliser, toutes les actualités de la vie littéraire belge. C'est donc une des envies derrière ce podcast. Une autre envie est celle de développer davantage mes études et ma passion des lettres et de la recherche en littérature sur YouTube, notamment au travers de petits épisodes thématiques ou de rubriques thématiques sur un sujet élaboré ou sur l'actualité. Durant mes études, où j'ai pu me frotter à la réalisation de problématisation et de développement de questions de recherche, le souhait de m'y adonner sur YouTube, dans un espace plus libre et plus personnel, s'est formé. Alors je voulais mettre à profit et affûter mes capacités de réflexion et de critique en matière de littérature. C'est faire le chercheur du dimanche, et ça, j'adore. Alors ces deux envies façonnent donc plusieurs des rubriques du podcast. J'aborderai l'actualité littéraire du moment, dont les parutions, les faits médiatiques, les événements particuliers qui ont trait à la littérature et aux auteurs francophones, bien que je désire donner plus d'importance aux auteurs belges, dont la visibilité me semble être moindre par rapport aux auteurs français. Ensuite, j'aborderai l'actualité de la recherche en littérature et en linguistique, donc directement en lien avec mes études, mais aussi quelques éléments en sociologie. En répondant au désir de développer des sujets thématiques, je proposerai par épisode une rubrique sur un sujet particulier, que ce soit un phénomène littéraire à décortiquer, comme le pic de la new romance, un auteur qui marque l'actualité ou les esprits, ou encore en lien avec la période. Imaginons parler de littérature de Noël. De plus, comme ce podcast est personnel, je vous parlerai de mes dernières lectures ou de mes derniers coups de cœur en littérature. Ça me permettra de parler des livres que je n'ai pas encore lus, mais qui attisent ma curiosité. Je sais que je n'aurai pas toujours l'occasion de lire beaucoup de livres, donc il me faut bien une petite arnaque pour essayer de remplir la rubrique. Cet espace est aussi un espace partagé. Parler de moi est bien mignon, mais j'aimerais aussi donner la voix à d'autres personnes, aux personnes qui, au quotidien, me parlent de littérature et qui m'aident à remplir ma pile à lire. De ce fait, ils ont une rubrique intitulée Coup de cœur des copains, qui leur donne libre voix pour vous partager quelques-unes des lectures récentes qu'ils ont appréciées. Bon, tout ça, regardez le fond, mais je n'ai pas encore abordé ni la forme, ni le format. J'envisage donc de faire un épisode par mois, ce qui me laissera le temps de développer des sujets et d'avoir des lectures à vous parler. Mais cette année, et le phénomène ne va pas s'améliorer, mon horaire s'annonce assez chargé et fatigant. Le ratio d'un épisode par mois accorde ainsi assez bien de temps et une marge de manœuvre suffisante pour tout mener à bien, entre la préparation, l'enregistrement et le montage. En résumé, ce serait un épisode par mois au format vidéo d'environ 15 minutes, mais il est tout à fait possible que les 20 minutes soient dépassées. Par ailleurs, le format pourrait évoluer dans des épisodes thématiques, imaginons un épisode sur les classiques qui m'ont marqué, mais aussi dans des rencontres avec des professionnels ou des amis lecteurs. Je ne ferme pas le champ des possibles et lui laisse libre cours. Assez parlé des conditions générales de vente, maintenant on y va, on rentre dans la première rubrique. Donc la première rubrique de ce podcast, c'est donc l'actualité et les sorties littéraires du moment. Alors, l'actualité littéraire en septembre-octobre, elle va surtout toucher à la rentrée. Et pour la rentrée, on le sait bien, avec l'automne, il y a ce qu'on appelle les prix littéraires. Et c'est d'ailleurs un peu le sujet thématique de cet épisode, ce sera les prix littéraires. Et je me suis dit, parce que ça m'intéresse mais je ne suis jamais trop renseigné, que ça pourrait être intéressant de vous partager l'actualité des différents prix littéraires les plus connus. Et donc pour ça, j'ai fait quelques petites recherches, j'ai mes petites feuilles ici, et pour les prix littéraires d'automne, donc de cette année, on a un peu des actualités pour tout. Alors, je vais vous donner plus ou moins une liste non exhaustive des prix, mais c'est encore une fois, comme j'ai dit, une sélection des prix littéraires qui sont les plus importants et dont on entend le plus souvent le nom. Parce que, mais moi, en fait, je savais même pas que ces prix-là étaient décernés à ce moment de l'année. Moi, j'entends un petit peu, voilà, dans les médias, tiens, il y a tel prix littéraire qui a été décerné, etc., etc., mais je retiens ni la période, ni la valeur, en fait, de ce prix-là. Donc je m'étais dit, bon, vas-y, on va essayer de se renseigner et d'avoir plus
d'infos et de comprendre quand tombent les prix littéraires. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il existait des prix littéraires dits d'automne. Donc déjà, c'était pas mal, c'était une nouvelle information. Et dans ces prix littéraires d'automne, eh ben, on peut compter par exemple le prix du roman Fnac, qui sera donc décerné le 22 septembre 2025. Alors, au jour où je vous tourne cette vidéo, le prix n'est pas encore annoncé, parce que nous sommes le 15 septembre. Comme ça, on retient. Ensuite, on a le prix de l'Académie française qui lui est décerné le 30 octobre 2025. On a le prix Goncourt qui lui sera annoncé le 4 novembre 2025. On a ensuite le prix Renaudot, donc qui est aussi le 4 novembre 2025. Le prix Décembre, qui, c'est assez marrant d'ailleurs, est décerné le 28 octobre 2025. Ensuite, on a le prix Féminin, décerné le 3 novembre 2025. Ensuite, le prix Médicis, le 6 novembre 2025. Le prix Interallié, le 12 novembre 2025. Et ensuite, le Goncourt des lycéens, le 27 novembre 2025. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, mais en fait, le prix n'est pas annoncé out of the blue. Ça, par contre, on est un peu tous au courant qu'il y a une liste des nommés, on va dire, qui est annoncée dans le courant de la rentrée. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a plusieurs étapes de sélection. Et par exemple, si je prends le cas du prix Renaudot, en fait, on a une première sélection qui comprend 15 ouvrages cette année. Et donc, il y a une première sélection, ensuite une deuxième et une troisième. Alors, on n'en sait pas plus sur les dates de cette sélection-là, mais je peux essayer de vous donner, par exemple, les dates de toutes les autres sélections. Pour le prix du roman Fnac, il y a, donc, comme vous le savez, ce sera le 22 septembre que sera décerné le prix, mais en réalité, il y a déjà une sélection qui a été faite de 5 ouvrages. En ce qui concerne le prix, donc le grand prix du roman de l'Académie française de cette année, et en fait il y a plusieurs étapes, mais la première sélection ne sera pas annoncée avant le 2 octobre, donc suivez les informations, notamment sur mon compte Instagram où je vous donnerai toutes les informations de l'actualité littéraire, donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur Insta. La deuxième sélection pour le Grand Prix du roman de l'Académie française, elle aura lieu le 16 octobre de cette année, et comme je vous l'ai dit, le lauréat est annoncé le 30 octobre. Donc c'est vraiment une annonce qui se déroule sur un mois, et qui annonce tout en même temps finalement. Alors pour le prix Goncourt, lui, on a déjà une première sélection, et d'ailleurs, pour tout littéraire belge, vous aurez remarqué dans l'actualité qu'on parle beaucoup de Caroline Lamarche en ce moment, parce que justement, avec son dernier roman, Le Bel Obscur, elle a été nommée pour le prix Goncourt. Alors, il faut savoir si elle sera reprise maintenant pour la deuxième et la troisième sélection, qui tomberont respectivement le 7 octobre et le 28 octobre, donc on verra à ce moment-là si elle est toujours en lice, mais il faudra par contre, comme je vous l'ai dit, attendre le 4 novembre pour savoir qui sera le lauréat du prix Goncourt. Alors ensuite, pour le prix de décembre, on a déjà une première sélection qui a été faite, mais la deuxième sélection, elle tombera le 8 octobre, et donc restez connectés pour découvrir la deuxième sélection. Alors quant au prix féminin, il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs sélections, mais dans plusieurs catégories. On a la première sélection du roman français, avec 16 nommés, mais on a aussi la première sélection des romans étrangers, avec encore une fois 16 sélectionnés. Alors la deuxième sélection, elle devrait tomber le 30 septembre, donc d'ici peu. Et la troisième sélection tomberait le 21 décembre, donc il faudra attendre un mois plus ou moins pour découvrir qui seront les sélectionnés pour la troisième partie. On a le prix Médicis, et lui, la première sélection a déjà été faite, il faudra attendre le 6 novembre pour savoir qui l'emportera. Alors c'est bien beau, moi dans l'introduction je vous ai dit que je voulais m'intéresser un peu plus à l'actualité littéraire en Belgique et aussi tout ce qui se passe en Belgique d'un point de vue littéraire, et donc je pouvais pas manquer de vous parler de ce qu'il en est des prix littéraires belges. Alors il y en a également plusieurs, j'ai fait ma sélection dans les prix pour vous parler de ceux qui me semblent le plus importants, de ceux qui reviennent et qu'on entend souvent. Alors, il y a déjà les prix dits les espiègles, ces différents prix qui sont décernés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a une longue liste de différentes catégories de prix les espiègles. J'ai pas tout repris, je vous invite à aller voir ce qu'il en est de ces prix-là. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description pour aller voir toute la liste de ces prix-là. Alors ensuite, on a le prix Rossel. Je pense que c'est un des prix les plus importants en Belgique, et d'ailleurs, je pense que dans les médias, on dit que c'est le prix Goncourt belge, le prix Rossel, donc c'est pour vous dire son importance. Là, il est un peu tard parce que c'était jusqu'à aujourd'hui, mais je vous donne quand même l'information qui n'est plus trop fraîche. Mais si vous alliez sur le site du journal Le Soir, il était possible de s'inscrire pour faire partie du jury du prix Rossel des lecteurs. Et donc en fait, 5 abonnés du journal Le
le soir, allait être sélectionné pour faire partie de ce jury. L'annonce à vous donner par rapport au prix Russell, c'est que c'est le 13 novembre 2025 qu'il y a la remise des prix et aussi l'annonce des différents lauréats. C'est une bonne chose à savoir pour le prix 2026, c'est rester attentif. Tous ceux qui sont donc abonnés au journal Le Soir, si vous voulez faire partie du jury du prix Russell, il suffit d'aller sur le site et de vous inscrire là-bas, et vous ferez peut-être partie des 5 sélectionnés. Alors un autre prix important en Belgique, c'est le prix des lycéens de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors c'est pas un prix annuel, c'est un prix qui revient tous les 2 ans. Et comment est-ce qu'il fonctionne en fait? Le jury de ce prix est constitué de professeurs de français qui vont consacrer une année à la sélection des ouvrages en lice, et l'année suivante, les livres sélectionnés seront proposés à leur classe pour délibérer. Alors ce qu'il en est du calendrier, c'est que à la fin juin, il y a l'ouverture des inscriptions, dès la publication sur le site du prix des lycéens. Au mois de septembre, il y a l'envoi des livres offerts aux classes participantes. Et ensuite, à la fin du mois de mars, c'est la clôture des votes et un jury se rassemble pour attribuer des prix spéciaux. Et ensuite, entre fin avril et fin mai, un mercredi après-midi, c'est logique, c'est pour les élèves, il y a la remise des prix en présence des différents auteurs, lauréats ou non. Un autre prix encore important en Belgique, c'est le prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors en 2025, le thème de ce prix est les essais biographies de qualité littéraire. Alors ça a vraiment titillé le littéraire que je suis, parce que qu'est-ce qu'on entend par qualité littéraire? D'ailleurs, je vous laisse répondre en description, qu'est-ce que vous appelez qualité littéraire? Alors ça fait partie de nos cours, par exemple, de nos réflexions dans nos cours à l'université sur la qualité littéraire. Qu'est-ce qu'on appelle littéraire? Qu'est-ce qui est littéraire? Qu'est-ce qui n'est pas littéraire? En fonction de quels critères est-ce qu'on juge de la littérarité d'une œuvre? Et donc je trouvais ça très intéressant que le prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles choisisse ça comme appellation thématique finalement pour cette année. Ça m'a fait un peu réfléchir, et je voyais pas, parce que essai de qualité littéraire, biographie de qualité littéraire, bon... Voilà, pour moi ça appelle par exemple à des exemples, ça appelle à faire peut-être un corpus d'exemples pour comprendre ce qui serait la qualité littéraire derrière, mais du moins, grâce à ce prix, peut-être, est-ce qu'on pourrait avoir une observation, une sorte de petit sondage sur ce que le jury de ce prix considère comme étant littéraire. J'oublie aussi de vous dire que la remise de ce prix se fait durant la première quinzaine du mois d'octobre. Normalement, lors du prochain épisode, je pourrais vous annoncer quel est le lauréat. Alors, un prix très important, notamment à Liège, c'est le prix le prix Marcel Thierry, qui en 2025 est consacré à la poésie. Je pense qu'une année sur deux, ils oscillent entre poésie et roman. Et la remise de ce prix se fait aux alentours de la fin octobre, donc vous le voyez, c'est toujours plus ou moins à la même période que ça se produit. Ensuite, nous avons le prix de Maurice Carême en poésie, qui lui se fait toutes les 2 années. Et donc, la dernière fois qu'il y a eu un lauréat, c'était en 2023, et le prochain lauréat se fait donc en 2025, dans le courant de cette fin d'année. Et enfin, je peux vous parler des prix de l'Académie de langue et de littérature française de Belgique. Et il y en a plusieurs. Je n'ai repris ici qu'une petite liste pour vous montrer quelques-uns des prix qui semblent intéressants à noter. Nous avons par exemple le prix international de littérature française. Il récompense donc alternativement un recueil de poésie, un roman et une pièce de théâtre. Alors c'est un prix annuel. L'objet récompensé change d'année en année, et le résultat va tomber par contre en 2026. Nous avons déjà eu le résultat de 2025, et le prochain sera en 2026. Alors ensuite, nous avons le Grand Prix du roman, qui va lui récompenser un auteur de roman ou un recueil de nouvelles ou de fiction en prose. Même si c'est Grand Prix du roman, vous voyez que c'est un petit peu plus large dans la définition de roman. C'est aussi un prix annuel, le résultat tombe également en 2026. Nous avons ensuite le Grand Prix de poésie, qui va récompenser un poète pour l'ensemble de son œuvre ou pour un recueil remarquable. Jusque-là, c'est assez logique. C'est annuel, et également le résultat tombera en 2026. Et ensuite, le Grand Prix de l'essai, qui récompense un auteur d'un essai dans divers domaines. C'est aussi un prix annuel, et le résultat tombe également en 2026. Donc, pour découvrir qui sont les lauréats des prix de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, il faut attendre l'année prochaine pour en savoir plus. Alors dans ce podcast, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien parler donc de l'actualité, mais l'actualité aussi dans les rencontres avec des auteurs,
dans des activités, des événements littéraires qui peuvent se dérouler surtout en Wallonie. Et donc, je voulais vous faire un petit calendrier par épisode, un petit calendrier peut-être assez rapide, assez succinct, pour revenir sur les différentes activités qu'il y aura dans le courant du mois et du mois qui va venir. Alors ici, je vais vous donner des actualités qui vont aller du 20 septembre au 20 octobre. Alors ces informations, je vous les donne en vidéo, mais vous les retrouverez également sur mon compte Instagram où plus ou moins hebdomadairement, je mettrai à jour cela dans une publication. Donc allez vraiment vous abonner si vous ne voulez rien rater de l'actualité. Il y a même des éléments que j'aurais peut-être découverts entre-temps, que vous y retrouverez et que je n'aurais pas mentionné dans le podcast. Alors, je vais d'abord commencer par tout ce qui est rencontres et événements littéraires. Le 21 septembre, j'espère que vous regardez ça assez tôt pour ne pas le manquer, il y a à Bruxelles le Festival du livre de Jette qui a lieu de 10h à 18h. Le 23 septembre, à Liège, l'Escale Librairie vous propose donc de se retrouver pour un bavardage littéraire qui se déroule donc entre 18h30 et 20h. Le 25 septembre, le Livre au Trésor à Liège vous propose une rencontre autour du roman posthume de Brigitte Caquet qui s'appelle donc Mon corps fendu, une histoire du cirque d'hiver. Il faut se retrouver donc à 18h30. Ensuite, le 26 septembre, le Grand Cursus vous propose un apéro littéraire qui s'appelle Enlivrez-vous avec Lynn, Alexandre et Armel Job. Donc c'est à 18h et c'est à l'auditorium du Grand Cursus. Je pense y aller, notamment parce qu'il y a Armel Job et c'est un auteur qui attise souvent ma curiosité et que j'aime bien lire. Ensuite, le 28 septembre, vous retrouverez la 19e édition de la Foire du Livre à 1€ à Liège, qui a donc lieu de 9h à 17h. Il faut vous rendre au sous-sol de l'église de Saint-Vincent. Alors ensuite, je passe au mois d'octobre, en commençant par vous dire que le 8 octobre, la librairie Pax de Liège propose une rencontre avec Gabriel Ringlet, donc c'est de 18h30 à 20h. Le lendemain, le 9 octobre, je songe à y aller aussi, c'est donc la remise du prix de Paris-Liège de l'essai, qui a lieu de 17h30 à 18h30, et je pense que vous avez droit à y boire un verre, donc c'est hyper intéressant. Ensuite, le 15 octobre, à Liège toujours, en fait c'est du 15 octobre au 19 octobre, à Liège, vous avez le festival La Fureur de lire. C'est un festival annuel qui se retrouve toujours plus ou moins à la même période avec des activités diverses. Je vais essayer de vous citer quelques-unes de ces activités. Donc le 15 octobre, vous avez un café littéraire au B3, donc c'est une bibliothèque à Liège, qui propose de rencontrer donc des poètes belges. Le 18 octobre, vous avez aussi un autre café littéraire au B3, toujours pour rencontrer les poètes. Donc c'est soit le 15 ou le 18, notez bien ça dans vos agendas. Donc là, ça n'a rien à voir avec le festival, mais la librairie à Liège, le Livre au Trésor, propose donc une rencontre. Tout est possible avec Katie Stewart et Katia Lanero Zamora à 18h30. Ensuite, le 18, outre le festival à Mons, il y a donc le 13e salon du livre de Wallonie qui a lieu donc les 18 et le 19 octobre. Notez bien, ça peut être hyper intéressant d'y aller. À Bruxelles, le 18 et le 19 encore une fois, vous avez donc la possibilité de profiter d'un week-end de visite du musée Camille Lemonnier. Donc pour les Français qui regardent et qui sont curieux, Camille Lemonnier est un grand auteur belge très important. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cet auteur lors de cette visite. Alors elle a lieu de 10 à 18h. Donc voilà, donc ça c'était toute l'actualité pour les rencontres littéraires et des événements littéraires qui se passent en Belgique principalement. J'en viens maintenant à l'actualité de la recherche. Alors ce que j'appelle l'actualité de la recherche, ici c'est tout ce qui est conférences, rencontres, un peu plus académiques, un peu plus sérieuses autour d'une parution critique, intellectuelle, universitaire pour la période du 20 septembre au 20 octobre. J'ai pas trouvé énormément, j'ai en réalité trouvé une seule conférence qui me semblait directement liée à la littérature. En réalité, c'est donc une conférence qui a lieu à Charleroi, qui s'appelle « Étudier les langues de Wallonie, des enquêtes de terrain aux outils numériques ». C'est une conférence qui sera faite et animée par Esther Bewir, elle est liégeoise si je ne dis pas de bêtises, et sera lieu donc au Palais des Beaux-Arts, donc à la salle du
congrès à 18h à Charleroi. Donc j'espère être libre à ce moment-là, mais du moins c'est le 25 septembre, j'ai oublié peut-être de dire la date. Donc notez, le 25 septembre, vous aurez droit à une chouette conférence animée par Esther Berry. Alors, toujours dans l'actualité de la recherche, j'aimerais bien vous faire part de ma sélection des ouvrages qui vont paraître ou qui sont déjà parus dans la recherche, dans la réflexion, qui me semblent hyper intéressants, enfin du moins qui ont attisé ma curiosité et que j'aimerais bien lire le plus vite possible. Alors, j'ai sélectionné 4 ouvrages qui paraissent prochainement ou qui sont déjà parus, qui me semblent intéressants. Alors, le premier ouvrage s'appelle Subvertir le male gaze, littérature pour les deux moitiés du monde, réalisé par Azélie Fayeul et qui paraît le 3 octobre 2025 aux éditions Divergence. Azélie Fayeul relie certains des grands auteurs de la littérature française avec un œil neuf. Elle dissèque ce qu'on appelle le male gaze, donc à savoir le regard masculin et son pouvoir sexualisant sur les personnages féminins, et analyse l'histoire littéraire afin de rendre compte de la manière dont ce male gaze s'est inscrit et a écrit l'histoire littéraire. Elle analyse au travers d'une nouvelle grille qui le déconstruit et qui émancipe la littérature. Donc pour moi, cet ouvrage me semble hyper intéressant et à point. Enfin, on a tous déjà vécu cette sensation en cours de littérature, en cours de français ou autre. Quand on nous parle des grands auteurs, on parle des hommes. Quand on lit des classiques ou des grandes œuvres, on voit toujours que les personnages féminins, ils sont quelquefois malmenés. Moi, c'est par exemple pour ça que je n'aime pas Maupassant, parce que la manière dont il parle des femmes, je trouve ça abominable. Donc je trouvais ça très intéressant et j'ai vraiment hâte qu'il paraisse. Donc comme je vous l'ai dit, il paraît le 3 octobre 2025 aux éditions Divergence. Le deuxième ouvrage de ma sélection s'appelle Épistémologie du placard, qui a donc été réalisé par Eve Kosowski-Sedgwick, qui va paraître aux éditions Amsterdam. Alors je dis qu'il va paraître, et en réalité je triche un petit peu, parce que c'est une réédition aux éditions Amsterdam, une réédition au format poche, qui est déjà parue, qui est parue le 22 août 2025. Alors quel est le projet de cet ouvrage? C'est qu'en fait, pilier de la théorie queer, Eve Kosowski-Sedgwick s'attaque à la sexualité. Elle observe que le monde occidental s'est tissé sur un binarisme homo-hétérosexuel, qui lui-même a influencé les autres oppositions binaires qu'on peut retrouver dans la culture et dans la société. Et elle va utiliser des textes du 19e et du 20e siècle dans lesquels se sont formées des figures homosexuelles en opposition à celles hétérosexuelles. Donc le projet m'intéresse éminemment, je trouve ça hyper intéressant, enfin... Voilà, tout ça, ça a l'air encore une fois très intéressant à découvrir. Et c'est un ouvrage, comme je vous l'ai dit, pilier, qui est même vendu et décrit comme cela, et je ne le connaissais pas du tout, donc comme quoi, il faut bien commencer par quelque part, et commençons par les piliers, c'est toujours bien. Un autre ouvrage qui est tout à fait d'actualité, je parlais encore de ce sujet-là peu de temps avant de filmer ce podcast. Cet ouvrage s'intitule « Quand l'IA tue la littérature » par Stéphanie Parmentier aux éditions des Presses universitaires françaises, qui lui doit sortir le 8 octobre 2025. Alors en fait, le titre de l'ouvrage, il évoque sans mystère l'objet d'études de Stéphanie Parmentier. Elle étudie donc la montée des IA génératives dans le travail de l'écrivain. La question qui brûle les lèvres est: est-ce que l'auteur IA peut remplacer le bon vieil auteur de chair et de sang? Il lui est alors nécessaire de reconsidérer la question du droit d'auteur qui est mise à mal par cette technologie émergente. Et donc vraiment, qu'adviendra-t-il de la culture à l'ère de l'IA? Et c'est une question qu'on entend souvent revenir, une question qui brûle les lèvres vraiment, et notamment qui a pénétré l'université, parce que pas mal de mes professeurs justement ont réfléchi à cette question, se demandent comment est-ce qu'on va former même des étudiants avec l'IA générative. Je suis très intéressé de découvrir quels sont les éléments qu'apporte Stéphanie Parmentier sur la question et ce qu'il en est vraiment, ce qu'il en adviendra de cette littérature à l'ère de l'IA générative. Donc j'en viens maintenant au dernier ouvrage de ma sélection qui s'appelle La vengeance des femmes entre réalité et fiction cinématographique par Dominique Mémy, qui doit donc paraître aux éditions des Presses universitaires françaises et encore une fois, on le retrouvera dans les librairies à partir du 8 octobre 2025.
Alors, dans cet ouvrage, Dominique Mémy étudie une tendance arrivée dans les années 1960 dans le cinéma. Alors que les personnages féminins subissent toutes sortes de dominations, notamment celles liées au domicile, de nouvelles solutions apparaissent aux personnages féminins pour s'en sortir, se venger des dominants en les tuant. Et Dominique Mémy, elle interroge l'origine de cette mouvance dans le cinéma, son bien fondé social et historique, et le poids de celle-ci. Et donc en réalité, c'est ça qui m'a intéressé, c'est vraiment ce questionnement de comment est-ce que le cinéma finalement va s'emparer d'une forme de libération des personnages féminins qui veulent aller à l'encontre de cette domination. Et ici, c'est par la vengeance et par le meurtre finalement. Donc je suis très intéressé de savoir comment est-ce que sera traitée la question et ce qui va vraiment ressortir. Et donc j'ai hâte d'en découvrir plus dans l'ouvrage de Dominique Mémy. J'en ai fini pour tout ce qui est actualité de la recherche et ma sélection d'ouvrages à lire. Alors encore une fois, je ne les ai pas lus ces ouvrages-là, mais je vous les recommande dès leur parution. Je pense que je mettrai un mot aussi sur Instagram, donc restez connectés. Je pense que je vais redécortiquer cet épisode sur Instagram, donc allez vraiment voir. Maintenant, il est l'heure d'enfin vous parler de mes dernières lectures et de mes derniers coups de cœur. Alors en réalité, mes dernières lectures sont toutes des coups de cœur. Alors des coups de cœur plus forts, des coups de cœur un peu plus faibles, mais j'ai vraiment apprécié lire ces ouvrages et les découvrir. Alors ma sélection comprend 6 ouvrages. Tout d'abord, un bon vieux Maigret. J'adore Simenon, mais encore plus les Maigret. Je pense que les romans durs de Simenon, donc pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire simenonien, les romans durs sont des romans en opposition aux romans policiers, c'est-à-dire des romans un peu plus sérieux, des romans qui sont un peu moins sériels, dirons-nous. Alors ici, le dernier roman que j'ai lu, c'est donc Maigret et la Grande Perche, qui est génial. C'est un Simenon. À chaque fois que je lis un Simenon, peut-être parce que c'est un coup de bol, un coup de chance, mais du moins quand je lis les Maigret, c'est vraiment attraper l'enquête par un angle qui m'intéresse. Je pense que la dernière fois j'avais lu Maigret s'amuse, et donc si je me souviens bien, mais je confonds peut-être, c'est en fait un Maigret dans lequel justement le commissaire Maigret est en vacances et qu'il réalise une enquête au travers des publications dans les journaux, d'actualité autour d'une enquête qui est en train de se passer à la PJ, et donc il suit un peu à distance. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Et ici, Maigret et la Grande Perche, l'angle qui est amené est génial. Alors, je ne vais pas trop divulgacher pour ceux qui aimeraient bien découvrir, mais il s'agit donc ici d'une enquête policière de Maigret qui va enquêter après que la Grande Perche, qui est donc une femme que Maigret a rencontrée quelques années plus tôt, et qui vient lui dire que son amant, qui était un peu abusif et qui est voleur, a dû se cacher parce que il est au moment de commettre un vol, il a découvert un corps dans une bonne maison, dans une maison d'un bon quartier à Paris. Donc toute l'enquête va notamment reposer sur des questions de fiabilité, autour de la parole de la Grande Perche, autour de la parole de ce voleur qui a dû s'enfuir, mais autour aussi de ces personnes qui sont mises sur la sellette, autour finalement de ces personnes qu'on accuse d'avoir commis un meurtre. Et jusqu'à la fin, je trouve que le mystère se garde assez bien. Je dis assez bien parce qu'au bout d'un moment, je dirais au 4/5e du livre, on commence à palper vraiment qui est l'assassin. On commence à comprendre un peu plus le schéma. Le deuxième ouvrage coup de cœur de ma sélection, c'est Tant mieux d'Amélie Nothomb. Pour ceux qui ont suivi les quelques vlogs que j'ai pu faire, vous savez que le sujet de mon mémoire a été Amélie Nothomb. Et donc là, pour préparer la défense de mon mémoire, j'ai lu le dernier Amélie Nothomb, qui m'a servi lors de ma défense, donc j'étais vraiment très content. Donc vous voyez d'ailleurs, il y a pas mal de petits trombones parce que vraiment je l'ai lu pour l'analyser surtout. Mais du moins je l'ai trouvé très appréciable, très sympathique, et lui aussi fait partie de cette mouvance de ces auteurs de la rentrée 2025 qui parlent de leur famille. En fait, ici, il est question de la mère d'Amélie Nothomb, et on suit la mère d'Amélie Nothomb, ici rebaptisée Adrienne, depuis ses 4 ans, jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme avec qui ils vont se fiancer. Moi, j'ai trouvé que ça se lisait encore une fois très vite, et la fin du récit, je ne vous en dis pas plus, mais elle dévoile un petit peu les raisons derrière l'écriture de ce roman, et c'est aussi un beau passage, c'est très très beau. Moi, j'ai adoré retrouver cet Amélie Nothomb, qui est un petit peu plus épais que ceux qu'on a pu avoir ces dernières années, donc c'est aussi tout à fait appréciable. Mais bon voilà, ici on retrouve une Amélie Nothomb qui explore ses racines familiales pour mieux se comprendre son identité, celle de sa mère et celle de sa famille. Alors, une découverte pour moi d'un auteur tout à fait inconnu qui s'appelle donc René Frény, et cet ouvrage s'appelle Dernier arrêt avant l'automne. Alors, c'est un coup de cœur. Je suis pas le plus grand fan de la trame, de l'histoire. Je sens que
Voilà, c'est une enquête plus ou moins policière, donc pour un peu vous raconter l'histoire. C'est donc un auteur qui est en mal d'inspiration, qui se voit proposer un job dans une abbaye un peu abandonnée, où en fait il se voit proposer d'être le gardien de cette abbaye, et il doit donc rafraîchir un petit peu les lieux et les tenir en bon état. Et très vite, on va avoir une découverte d'un cadavre, ou du moins d'un morceau de cadavre. Et de là, il va y avoir une forme d'enquête policière pour savoir quelle est l'identité de ce cadavre, mais surtout, essayer de comprendre qui a laissé le cadavre là. Alors, je vous en dis pas plus. Mais du moins, j'ai trouvé que la fin était déjà un petit peu vendue depuis un moment, quoi. Arrivé moitié, trois quarts, enfin, moitié, trois quarts, c'est peut-être un peu exagéré là, mais allez, oui, les trois quarts pour sûr, j'avais déjà l'impression de savoir de qui il s'agissait, et le mystère n'était pas très bien caché. Par contre, j'étais un petit peu plus froissé par des passages qui m'ont semblé un petit peu limite quand même, pour ne pas dire franchement désagréable et hors de propos. On a par exemple un passage où il est question de gitans, et en fait je comprends pas très bien à quoi ça servi ce passage-là. Pour moi, il a juste servi à transmettre des stéréotypes sur les gitans, et encore une fois, de les voir un peu comme des barbares, de les montrer comme des monstres, sans organisation, en marge de la société, qui commettent des meurtres, etc. Enfin, j'ai pas vraiment compris à quoi ça a servi. Et alors, il était bien, par contre, pour la peinture du sud de la France, donc si on veut lire un ouvrage qui nous parle du sud de la France, qui nous fait des belles descriptions du sud de la France, notamment autour de cette abbaye, cet ouvrage était bien là. Moi, j'ai apprécié ces différentes descriptions, je trouve en plus que les descriptions étaient bien faites des lieux, parce que je visualisais bien les choses, mais bon voilà, j'ai quand même quelques réticences sur cet ouvrage. Alors en termes de romans, je lis très peu de pépites contemporaines. Je lis en réalité très peu de romans contemporains parce que mes études m'ont porté à lire des classiques de la littérature qui datent du XXe siècle, mais encore plus avant. Et donc là, je me fais un petit peu, pas force, mais j'ai envie de m'habituer à lire un peu plus du contemporain. Et si j'ai lu un ouvrage pépite qui m'a ému, qui m'a profondément touché, qui s'appelle Je suis un assassin de Laurent de Grave. C'est donc un auteur décédé du sida, qui a reçu divers prix, je pense notamment le Rostel, pour différents ouvrages. Enfin, ici, j'ai décidé de lire Je suis un assassin, qui est le dernier roman qu'il a écrit, dernier roman inachevé. Laurent de Grave est décédé avant de finir ce roman. Mais la fin, qui est déjà proposée par le récit, parce qu'en fait le récit ne se coupe pas au beau milieu sans qu'il y ait une fin. Il y a déjà une fin à ce récit-là, en réalité, peut-être pas la fin qu'aurait voulu Laurent de Grave, mais une fin quand même, une très belle fin. J'étais vraiment ému en lisant cette fin. Voilà, le roman parle ici d'un policier qui découvre, enfin qui suit encore une fois une enquête, qui se déroule dans le milieu gay, en réalité, le milieu gay bruxellois surtout, où différents meurtres ont lieu, et à chaque fois, les morts sont des personnes qu'il connaît et qu'il affectionne. Et j'ai trouvé que ce roman est très sombre. C'est un peu impensif de dire ça pour des romans, mais des romans policiers ou certains types de romans, mais je trouve que oui, c'est un peu ça. C'est sombre, c'est triste. En fait, on voit, je trouve, toute la tristesse qui se retrouve dans ce roman, surtout que Laurent de Grave savait que c'était son dernier roman. Et donc, je sais pas, ce roman, bah oui, je vous l'ai dit, c'est un roman policier avec des morts, on voit que ce roman est empreint de mort, mais il y a tout un aspect mort, dépression, donc voilà, c'est assez lourd à lire, mais très beau à lire quand même. J'ai vraiment été vraiment bouleversé. J'ai lu ce roman-là exactement en une matinée, tellement que je pouvais pas décrocher, et qu'il était magnifique. Donc voilà, s'il y a un roman d'un auteur belge que je vous recommande, c'est vraiment celui-ci. Je suis un assassin de Laurent de Grave, je vous le recommande. Alors après les romans, il est temps de vous parler des quelques essais que j'ai pu lire. 2 essais magnifiques, 2 essais qui ont une place à avoir sur la bibliothèque de tout le monde, je pense, pour vous ouvrir l'esprit, pour réfléchir sur le monde, pour en apprendre plus. C'est génial. Je commencerai avec cet ouvrage d'Alex Tamessilia, donc Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine. Cet ouvrage est magnifique. C'est une forme d'essai poétique, avec un format assez poétique dans le fond. Le titre donne déjà les différents chapitres et les différentes thématiques qui sont abordées dans l'ouvrage, donc ça c'est vraiment génial. Maintenant, si vous voulez le lire comme une sorte de ressource avec
des notes de bas de page bien claires, avec des référencements tout à fait académiques ou autres, ce n'était pas l'ouvrage. Cet ouvrage, j'ai trouvé que c'était un ouvrage qui posait des questions. Je trouvais que c'était très intéressant, cet ouvrage-là, pour ça, parce qu'il pointait du doigt ces éléments-là, mais aussi pour toute personne qui n'était pas familier ou qui ne... Voilà, on grandit tous et qui découvre un peu plus la société, donc toute personne un peu jeune qui veut se questionner sur le monde, je trouve qu'il est très bien. Pour cela, il y a des réflexions que toute personne qui est un petit peu instruite sur ce genre de sujet retrouve et connaît bien. Moi, voilà, certaines questions, je les avais déjà abordées dans d'autres ouvrages, dans d'autres lectures, dans d'autres... Voilà, dans les médias que j'avais pu consulter, mais je trouvais ça très bien d'avoir cet ouvrage qui rassemble tout et qui permet d'introduire dans ce genre de réflexion. Notamment, ce que j'ai apprécié à la fin, c'est qu'Alex Messia nous propose une section qui s'appelle Tapis à lire, avec des incontournables à lire absolument pour s'éveiller sur ce genre de questions et approfondir les questions amenées dans cet ouvrage. Donc, très très bien, il est génial, à lire, foncez. Et pour finir, c'est en plus un titre, je trouve, qui est en résonance absolue avec l'actualité et ce qui se passe sur les réseaux sociaux où tout le monde utilise ce mot à tort et à travers pour toute personne qui a un peu d'esprit, toute personne qui remet en question des choses ou toute personne qui a des bons sentiments. C'est à chaque fois ce genre de petits commentaires qui reviennent. Et où cet ouvrage s'appelle Soyons woke, plaidoyer pour les bons sentiments par Pierre Tevagnan. J'ai adoré le lire. J'ai ri à des moments parce que je trouvais que les petites piques étaient bien faites, bien pensées, destinées aux bonnes personnes. Encore une fois, aux éditions Divergentes. Donc comme quoi, j'adore cette maison d'édition. J'ai d'ailleurs un autre ouvrage dans ma pile à lire, en rapport avec la littérature cette fois-ci, qui m'intéresse de lire, qui n'est pas du tout l'ouvrage dont je vous ai parlé plus tôt. Mais bon, voilà. Dans cet ouvrage, vous allez justement retracer un peu, avec Pierre Tevagnan, cette idée des bons sentiments, finalement. Et de cette idée de woke, et essayer de savoir déjà d'où vient le mot. Je trouvais que cette introduction qui nous rappelle un petit peu, un petit historique d'où vient le mot, c'était très bien. Mais aussi essayer de resituer cette espèce de bon sentiment, cette espèce de penser aux autres, en repartant notamment du XVIIe siècle, et de repenser à certaines grandes figures. On pense notamment que, voilà, certaines personnes tout à fait anti-wokistes se montrent sur les réseaux sociaux ou vont dans certaines institutions de noms de philosophes des Lumières, notamment, ou s'associent à des philosophes des Lumières, mais une des questions que pose Pierre Tevagnan, c'est est-ce que vraiment les philosophes des Lumières qui sont pris comme des modèles auraient été d'accord, auraient pensé de la même manière, et il apporte suffisamment de réponses. Il y a aussi essayé de resituer une sorte d'anti-wokisme à gauche. Alors, vous le savez un peu tous, mais ce sont souvent des personnes qui sont de gauche qu'on traite de woke, pour ne pas dire que ce sont exclusivement elles que l'on traite de gauche. Et il y a cette idée chez Pierre Tevagnan d'essayer de poser la question, de savoir est-ce que il y aurait un anti-wokisme qui serait à gauche. Est-ce que le fait de ne pas être woke serait à gauche? Et c'est aussi essayer de, bien évidemment, de resituer cette question dans un climat politique et donc de relier l'anti-wokisme avec notamment des personnalités d'extrême droite françaises. Donc voilà, je trouve un ouvrage tout à fait intéressant, tout à fait percutant, qu'il faut garder auprès de soi et je pense relire plusieurs fois pour toujours avoir cela en tête. Donc voilà, je vous le recommande, il est génial, c'est une pépite. Bon, alors j'en ai fini avec mes coups de cœur et ma sélection. Je pense que je vous aurais dit pas mal de choses à propos de ces ouvrages. J'aimerais bien maintenant vous passer quelques coups de cœur, des copains justement, et leur laisser un peu la parole. J'aurais bien pensé leur demander une petite description, un petit retour, mais je ferai ça peut-être la prochaine fois. Mais du moins, les quelques coups de cœur dont je voulais vous parler, et je remercie à toutes les personnes qui m'ont donné leur coup de cœur. J'en cite quelques-uns. Dans les dernières lectures et coups de cœur des copains, on a L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, on a Un homme de Philippe Roth, on a La psy de Freida McFadden, The Love Code de Chateaurelet, on a ensuite The Second Chance par Kim Oiwon, on a ensuite Punk Rock Jesus de Sean Murphy, on a ensuite Restart de Katia Lanero Zamora, et enfin, un ouvrage un peu plus critique, on a Décoloniser le savoir, sciences sociales et théorie du Sud par Raewyn Connell.
Et donc, après tout ça, et en remerciant encore les copains pour m'avoir donné leurs petites recommandations, leur dernier coup de cœur, je voulais maintenant arriver à la rubrique thématique de cet épisode. Alors, vu que ce podcast, je l'ai consacré cette fois-ci aux prix littéraires, je me suis dit que je pouvais un petit peu plus élaborer sur les prix littéraires et un peu réfléchir, on va dire, sur eux. Et ce que l'on remarque par rapport aux prix littéraires, c'est que déjà à l'Antiquité, les auteurs, en fait, ils reçoivent des récompenses et des prix pour leurs œuvres. Au XIVe siècle, par exemple en France, sont créés les premiers concours littéraires. 3 siècles plus tard, comme les académies stimulent les concours et les prix, leur nombre s'en va démultiplier. On peut penser notamment à la création du prix de l'éloquence par l'Académie française. Alors cependant, les prix actuels que nous connaissons aujourd'hui, comme le prix Femina et le prix Goncourt, eux, ils datent du début du XXe siècle. Celui qui a un poids littéraire à l'international, c'est le prix Nobel, et lui, il a été instauré en 1901. Alors à la différence de ces prix, ce n'est qu'à la moitié du siècle que naissent les premiers prix des libraires. Le plus prestigieux d'entre eux, c'est le prix des libraires, qui a été créé en 1955. Et selon Sylvie Ducasse, spécialiste en matière de prix littéraires, ceux-ci sont pensés comme des contre-pouvoir à celui des institutions académiques et universitaires, et étant de pallier aux faiblesses de ces institutions. En bref, ils reconnaissent ce que les institutions délaissent. Ce statut évolue et les prix ne visent plus les mêmes objectifs. Ce qui leur sera d'ailleurs reproché, c'est que désormais, les prix visent plutôt à légiférer les ventes et à couronner les œuvres selon les intérêts des éditeurs et des libraires. Là où en fait ils défendaient les auteurs auparavant, ce sont les professionnels du livre, les éditeurs et les libraires qui sont récompensés par ces dispositifs médiatico-publicitaires. Alors j'ai évoqué subtilement une distinction entre prix Goncourt et prix des libraires, mais il existe plus largement une distinction entre les prix dits des professionnels, qui tombent à l'automne, et ceux des lecteurs, qui sont décernés au printemps. Alors par ailleurs, en raison de la composition différente des jurys, la reconnaissance des prix elle varie. Pour un jury composé d'auteurs et de professionnels, il s'agit d'une reconnaissance par les pairs, donc on dit d'une reconnaissance par le champ restreint, alors que pour un jury de lecteurs, il s'agit d'une reconnaissance commercial, du champ étendu. Donc, il y a une échelle des prix qui vont du symbolique, décrétant de ce qui est littéraire, au commercial médiatique, qui salue ce qui plaît le mieux. Alors Gisèle Sapiro, qui est sociologue de la littérature, ramène cette distinction à 2 axes. Le premier, celui du symbolique, désigne un pouvoir de consécration sur le champ de production restreint, à savoir les spécialistes. Le deuxième, celui des ventes, touche à la visibilité produite dans le but d'élargir le lectorat. Dès lors, changer la composition du jury met en avant un axe ou l'autre. Par la rencontre de ces 2 axes, Gisèle Sapiro elle obtient un schéma dans lequel apparaissent des prix qui cumulent les bénéfices de ces 2 dimensions. C'est par exemple le cas du Goncourt et du Nobel qui parviennent à transformer le symbolique, c'est-à-dire une reconnaissance littéraire, en économique, une reconnaissance en termes de vente. En outre, la nature et la portée d'un prix reposent également sur la place qu'il occupe dans les médias. Il est évident qu'un prix local, n'occupant que très peu ou pas la scène médiatique, ait peu d'impact sur la reconnaissance littéraire ou le succès économique d'une œuvre. La valeur d'un prix se mesure également en fonction de son rayonnement à l'international. En gros, plus un prix est reconnu par d'autres pays et d'autres cultures, plus il a de la valeur. C'est notamment le cas du Goncourt, qui est perçu par le champ littéraire et culturel anglophone comme un gage de qualité. Alors d'ailleurs, on peut penser que lorsque l'on prête attention à la presse et aux avis des plus éclairés en matière de littérature, il apparaît rapidement que les prix ne font pas l'unanimité. Il aurait souvent reproché de sélectionner un lauréat en fonction des intérêts d'un clan éditorial, mais aussi de couronner une œuvre dont le succès ne sera que de courte durée et qui ne propose rien de novateur. Dès lors, en fait, les prix, ils délaisseraient les œuvres innovantes et significatives, comme en témoignent notamment les avant-gardes qui sont très peu primées. Certains pointent du doigt des coûts extraordinaires, notamment. Par exemple, Ipsos évoque le coût d'un lauréat du Renaudot qui ne faisait pas partie de la sélection finale. Donc il est apparu comme ça, au dernier moment. Et parmi les détracteurs, on retrouve également les lauréats eux-mêmes, qui considèrent la récompense comme une bête noire ou un malheur. Le plus critiqué, en fait, c'est le prix Goncourt, qui est considéré par Jean Carrère comme une tâche dont il faut se faire blanchir par l'oubli. D'autres, comme Jean-Paul Sartre ou Julien Gracq, vont jusqu'à même refuser de le recevoir.
Ben, en fait, on peut les comprendre, surtout quand on sait que les lecteurs rechignent à lire les ouvrages primés justement parce qu'ils ont reçu un prix littéraire. Et donc le prix serait paradoxalement gage de mauvaise qualité et de commerce. Et donc en fait, cette critique, elle illustre l'intériorisation de la part de certains lecteurs des codes et des critères des institutions qui, en fait, jugeant les œuvres primées comme étant de la littérature moyenne, peinent à reconnaître ces œuvres comme relevant de la littérature. Et outre les polémiques et les histoires de composition de jury, qu'est-ce que ces prix apportent au monde des lettres finalement? Le site Magazine des auteurs des livres propose une liste des apports potentiels. Tout d'abord, elles ont une incidence sur les ventes. Bah, ça c'est le plus logique. On pense par exemple qu'à la réception du Goncourt, les œuvres voient leur nombre de ventes augmenter de 400 000 dans les semaines qui suivent. Ce phénomène Goncourt, qui est bien documenté, amène, selon le site d'Ipsos, 10 à 35% des ventes de la fin d'année à un éditeur d'un auteur primé. Et en outre, ces récompenses, elles attirent l'attention sur ce dernier, qui bénéficie alors d'une nouvelle visibilité, quoiqu'elle peut être fugace. Il gagne aussi un capital symbolique, autrement dit, l'auteur est pris plus au sérieux dans le milieu et reçoit de nouvelles opportunités littéraires. Mais au niveau symbolique, les prix participent à leur façon à la définition de ce qui est littéraire, bien que les institutions dévalorisent leur jugement. Nous l'avons dit, les prix offrent à l'auteur une reconnaissance à l'international, surtout grâce au prix Nobel, qui se traduit par des traductions, des propositions d'adaptation et autres. Une autre conséquence, plus triste et plus démoralisante pour l'auteur, est la connaissance d'un succès éphémère, qui replonge l'auteur aussi vite dans l'oubli après l'annonce d'un nouveau lauréat. Alors cette temporalité brève nous met d'accord avec le rejet de certains auteurs qui font tout pour se prémunir du malheur du prix littéraire. Et donc j'aurais envie de dire d'une certaine manière que dans la course au prix, il vaut mieux être le numéro 2 que le premier pour pouvoir continuer d'écrire. Donc voilà, je sais pas si t'en as appris un peu plus sur les prix littéraires et leur fonctionnement et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la littérature. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir m'en parler dans les commentaires ou venir me dire tout ce que tu veux sur les prix littéraires, une petite anecdote folle, ou alors venir prolonger certains éléments que j'ai pu avancer. Ça me ferait vraiment plaisir de discuter de ça avec toi, parce qu'en préparant ce numéro et en recherchant un peu plus d'informations sur les prix littéraires, ça m'a vraiment tilté certains éléments. Alors bien évidemment, le fait que ce soit un peu dévastateur, ça, on le sait un peu tous, mais là, c'est assez curieux, c'était intéressant de voir qu'en fait pas mal d'auteurs rejetaient le prix littéraire. Donc bon, en tout cas, moi j'ai fini ce podcast. Si tu as quelque chose à me dire, des recommandations, des conseils ou autres, n'hésite pas à venir me trouver dans les commentaires, mais sois toujours bienveillant et constructif, ça ne sert à rien de s'insulter. En tout cas, moi je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et le podcast revient tous les mois, mais entre-temps, on se retrouve sur Instagram. Allez, viens me rejoindre là-bas. Ciao, ciao, ciao.